Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres à la une. 6 ans à la même date, nombreux sont les Burkinabés qui ont tout perdu et même des proches à la faveur de la pluie du 1er septembre 2009. En ce jour de souvenir, des sinistrés témoignent. Un autre sujet dans ce 13h, c'est la rencontre gouvernement-syndicat qui devra aboutir sur des décisions concrètes devant permettre une amélioration des conditions des travailleurs. Et le droit à l'accès à l'information sera débattu au cours de ce journal avec l'adoption le 4 septembre prochain de la loi sur la dépénalisation du délit de presse. Ravi de vous retrouver pour ces 40 minutes d'information. 6 ans à la même date, des Burkinabés se sont vus dépossédés de leurs biens et maisons à la faveur de la pluie du 1er septembre 2009. Cette pluie a causé des pertes inestimables, à savoir 9 morts, 150 000 sinistrés et près de 45 milliards de dégâts. En ce jour de souvenir, nous vous invitons à faire un saut dans le passé avec ce reportage de Ibrahima Sango. Le mardi 1er septembre 2009, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a connu une pluviométrie sans précédent qui a entraîné une catastrophe naturelle. Gravement surpris par l'intensité et la durée de la pluie, avec près de 300 mm d'eau en 10 heures de temps, les habitants du quartier d'Apoya ont vécu une matinée cauchemardesque. Le barrage de Tanguin a atteint un niveau jamais enregistré. Les habitations riveraines au barrage inondées, les habitants du club Sonabel sinistrés et la centrale électrique de Paspanga envahie par les eaux. Dans la foulée, certaines populations essaient d'épargner leurs effets récupérables alors que d'autres assistent impuissamment à l'effondrement de leurs maisons. Un peu partout dans la capitale, des institutions publiques et privées ont vu tous leurs outils de travail, des documents et des... Nous reviendrons plus en détail sur cet événement du 1er septembre 2009 et nous vous présentons nos excuses pour la qualité des images que vous avez dû constater. Aujourd'hui encore, les souvenirs sont toujours douloureux et les séquelles présentes. Doumadié Guel Rodrigue a rencontré un des 150 000 sinistrés. Ces quartiers par l'Aïri étaient sous les eaux lors de l'inondation du 1er septembre 2009. Ousmane Neya, habitant du dit quartier dont la maison est située près du bas-fond, est une des victimes de ces sinistres. Il a perdu beaucoup de biens ces jours-là. Et vraiment, ça nous a vraiment surpris. Bon, le 1er septembre, l'eau, ça a été inondé et on a perdu beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Des matelas, des lits, des consorts. Donc, vraiment, ça a été vraiment décourageant. Il y a une maison qui s'est écoulée, donc, et maintenant, cette maison aussi, ça manque des toits pour construire. Bon. Donc, on a pris les tôles posées pour le moment. Le moyen maintenant qu'on cherche pour construire. 6 ans après, Ousmane Neya habite toujours cette zone inondable quand ne sachant où aller. Parce qu'il n'y a pas on n'a pas de solution. S'il y avait une solution, on allait passer, mais comme c'est une maison, on a partagé pour nous, non, on n'a pas le choix. Il faut qu'on reste. Parce qu'à cause du bas-fond est vraiment, c'est proche des maisons. Donc l'État dit qu'ils vont venir mettre des caniveaux, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de... Ils ne sont pas venus, quoi. Donc on les attend pour le moment, de venir nous aider. Les caniveaux, il en existe peu. Et ceux qu'on en trouve sont soit bouchés, soit étroits. Le véritable problème ici, c'est qu'il n'y a pas de caniveaux. Les caniveaux là, c'est bouché. L'eau là n'arrive pas à bien s'osiner. Il n'y en a pas beaucoup, c'est bouché. Il y a trop de saleté. Ce qui fait que l'eau là n'arrive pas à bien circuler. Et à chaque date anniversaire de ce triste événement, c'est la psychose chez les riverains. Si s'il pleut, on a peur que le problème qui est passé, le problème du 1er septembre, là, on a peur que ça nous revienne encore, quoi. Voyez, non. Et comme ça approche comme ça, on a peur encore que ça ne se répète pas. Les habitants de cette zone souhaitent la construction des canaux d'évacuation des eaux, toute chose qui minimiserait les risques d'inondation.
Autre information, dans ce trésor, le Premier ministre Isaac Zida procédera à l'inauguration de l'Institut régional d'administration IRA de l'Est aujourd'hui à partir de 15h à Fadangourma. On rappelle, la décision de créer les instituts régionaux d'administration a été prise lors de la célébration du cinquantenaire de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM en 2009. Comme à l'accoutumée, le gouvernement, même celui de la transition, a rencontré ce matin les syndicats. Objectif, explorer les voies et moyens nécessaires pour permettre aux Burkinabés d'obtenir un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'égalité et de dignité. Et là, Guébri. Sur initiative du gouvernement, le Premier ministre a procédé à l'ouverture du dialogue gouvernement-syndicat. À l'issue de ces concertations, le chef du gouvernement entend faire des propositions. Donc, les réponses que nous allons apporter, ce sont des réponses réalistes auxquelles, en tout cas, les syndicats, eux, de leur côté, feront l'effort d'accepter afin que notre pays puisse avancer, en tout cas dans un climat apaisé, un climat serein qui nous permet de le construire en toute tranquillité. Plusieurs sujets seront au menu des discussions. Le premier élément porte sur la loi 013. La loi 013, c'est la loi qui porte au régime juridique applicable aux agents et aux emplois de la fonction publique. Avec le régime déchu, nous avons déjà eu à envoyer nos récriminations sur demande de ce régime et ils étaient déjà engagés à nous proposer, à nous soumettre un projet de loi en vue de l'envoyer à l'Assemblée pour adoption. Donc pour nous, la question de la loi 13 devait être une question finie. Et même quand nous avons eu la rencontre avec le Premier ministre le 30 janvier, et si vous avez aussi écouté le discours du ministre de la fonction publique à la veille du 1er mai, mais également notre rencontre à huis clos à Genève, il était question qu'ils avaient déjà fini avec le projet et il restait seulement à nous le transmettre. Mais dans la réponse, on nous dit qu'il y a des ministères qui devaient être rencontrés, ces ministères n'ont pas encore été rencontrés et on ne nous donne pas un délai à partir duquel ces ministères seront rencontrés. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la question des libertés syndicales. Avec le régime déchu également, on avait convenu de mettre en place un comité paritaire qui devait recenser l'ensemble des cas de violation de la liberté syndicale et voir comment il fallait y porter des solutions. C'est dans ce sens qu'en 2011, il y a eu, par exemple, la prise en charge des dommages et intérêts de certains travailleurs qui n'étaient pas encore entrés en possession à hauteur de moitié, tel que le cas de la Burkina. Mais jusqu'à présent, le patronat n'a pas réagi. Donc on était dans un sens de régler aussi ces questions. Malheureusement, nous avons constaté que même sous la transition, il y a des licenciements abusifs qui continuent. Il y a par exemple le cas de la société africaine de la pneumatique à Bobo. Il y a le cas des mines. Il y a le cas des 2 yeux, ainsi de suite, où des directeurs licencient les travailleurs de façon abusive au vu et au su des autorités de la transition. Nous ne pouvons pas l'admettre, donc ça aussi c'est un recul. Le système éducatif sera un point culminant lors de ces concertations, selon le vice-président de l'Union d'action syndicale. Non, le système éducatif. Nous avons échangé avec le gouvernement déchu, où nous avons estimé que la mise en œuvre dans nos universités du système LMD n'avait pas requis l'ensemble des conditions qu'il fallait. Vous êtes d'accord avec moi que dans un pays où il n'y a même pas de courant, on ne parle pas d'Internet. Pourtant, le système LMD signifie que l'enseignant donne 40% des cours et c'est à l'étudiant de rechercher le reste sur Internet à 60%. Mais quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir un repas par jour, on lui impose des cours où il doit aller chercher sur Internet, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'Internet. Donc, sur cette base-là, vous prenez le cas de la promotion en CBBG, ex-CBBG actuel Sciences et Technologies, où dans la promotion, ils étaient 2615. Sur les 2615, il n'y a eu que 46 admis. Donc, on ne peut pas, en tant que bon père de famille ou patriote, on ne peut pas fermer les yeux sur ce bac-là du système éducatif. Les échanges entre les acteurs syndicaux et le gouvernement s'inscrivent dans une tradition instituée depuis 2007. Ce reportage que vous venez à l'instant de suivre est de la Guébré avec la voix de Hassan Nakro. Et ces rencontres de la vie de fonctionnaires n'ont malheureusement aucune incidence sur leurs conditions de vie et de travail. Ils ont l'impression que les choses sont restées à l'état du statu quo. Afin de vous prendre à témoin de leurs conditions, nous avons rencontré un de nombreux fonctionnaires qui, comme vous, vit la même situation. Viviane Bama. Auguste Bado, fonctionnaire de l'État, travaille au Musée national et habite à Nyogwarben, à la sortie de Ouagadougou, après le poste de péage route de Kaya. Chaque jour, il parcourt une distance de 26 km en aller-retour de sa maison à son service. Par exemple, à midi, on ne peut pas descendre. Avec 25 km aller-retour, on ne peut pas le faire 2 fois par jour. Ça va faire 50 km. C'est un calvaire
chaque matin, quand on est en retard, on est un peu pressé, mais il y a la voie aussi, l'état de la voie aussi ne le permet pas. Donc, en tout cas, c'est très fatigant, sincèrement. Surtout les soirs, quand on rentre, on est cassé. Et pour parcourir cette distance, Auguste Bado débourse plus de 20 000 francs de carburant sur son salaire mensuel. Pour ce fonctionnaire de catégorie C, les répercussions se font vite ressentir. Au niveau de la grille salariale, au niveau du transport, il n'y a rien. Ça veut dire que ça ne figure pas sur les bulletins pour dire logement, oui, mais transport, non. Ça joue énormément sur le reste du salaire parce que, vous savez, dans la vie, il y a des imprévus. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'avec ça, pour faire des économies, c'est vraiment difficile. C'est ça surtout. Ne pouvant donc pas rentrer à midi, Auguste se voit bien obligé de faire des dépenses supplémentaires pour se restaurer. On doit laisser quelque chose à la maison. La famille doit manger. Quelle que soit la situation, il faut le faire. Tout en sachant que lorsqu'on va arriver au travail à midi, on ne peut pas descendre. Il faut aller dans des restaurants. Donc ça, c'est le minimum 500. Et le soir encore, vous revenez à la maison, vous allez là au moins vous pouvez manger à la maison. Sinon, c'est obligé chaque jour de dépenser à la maison et en plus de dépenser au service. Des conditions de vie qui ne laissent pas la moindre lueur d'espoir pour notre fonctionnaire, pour qui l'avenir ne s'annonce guère à Dieu. Donc vous imaginez par exemple s'il faut se contenter du seul salaire, vraiment je crois que c'est inadmissible quand même qu'on puisse réussir dans la vie. Alors qu'on se dit vraiment quand on se battait un jour pour être un fonctionnaire, c'était pour dire aussi que les choses allaient bien s'arranger et on allait aussi pouvoir nous occuper d'autres personnes. C'est surtout ça. Alors quand la famille même voit que celui qui est là, qui pouvait les sauver à des difficultés, vraiment c'est regrettable. Le train de vie d'Auguste traduit bien la réalité de bon nombre de fonctionnaires burkinabés pour qui joindre les deux bouts reste un parcours de combattant. Surtout lorsqu'on réside loin de son lieu de travail. Une raison parmi tant d'autres pour lesquelles les syndicats vont régulièrement en discussion avec le gouvernement burkinabé afin de trouver des satisfactions à leurs plateformes revendicatives. Et plusieurs travailleurs vivent des situations difficiles ces derniers temps. Les travailleurs de la SN Sosuco ont bloqué hier la route nationale numéro 7 axe Bobo-Dioulasso-Banfora frontière de la Côte d'Ivoire. Cette manifestation fait suite à une autorisation d'importation de 2000 tonnes de sucre du Brésil accordée à la société Sicom Burkina et signée par le ministre du Commerce Hippolyte Da, pendant que la SN Sosuco dispose dans ses magasins de près de 20 000 tonnes de sucre. Et à Perkoa, dans le Songuier, la population a pris d'assaut la devanture de la mine d'exploitation de zinc. Elle a exprimé son ras-le-bol à la fondation Nantou Mining et exige des responsables de la mine la satisfaction d'un certain nombre de leurs revendications, notamment celles relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie. Selon le représentant des manifestants, Bali Bassono, secrétaire général du comité villageois des jeunes, 13 millions de francs CFA sont alloués à la fondation chaque mois pour le développement du village. Cependant, rien n'est fait à part quelques fausses promesses de réparation de fontaines. Les lenteurs administratives continuent de faire des victimes sur un montant de près de 2 milliards de francs CFA. Ce matin, l'ambiance était à la plainte et au mécontentement au vu du non-encaissement de leurs factures après avoir livré à l'État plus de 50 000 tables-bons depuis juillet 2014. Hassan Nakro. Ils sont mécontents dessus. Eux, ce sont les artisans du Burkina Faso. Au nombre de 237, ces artisans s'injurent contre le ministère des Finances et le ministère en charge de l'Éducation nationale pour non-paiement de leurs factures de livraison de 50 000 tables-bancs d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA depuis juillet 2014. Aujourd'hui, nous sommes mécontents. Nous ne sommes pas du tout contents. Parce qu'on nous a donné un marché de 50 000 tables-bancs, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50 000 tables-bancs, qu'il fallait livrer dans les 465 cèbes de Burkina Faso que nous avons fait, livrer dans le délai. En 3 mois, la livraison était déjà bouclée. Et à ce jour, nous ne sommes pas payés. Et ça, c'est depuis juillet 2014.
Les factures ont été déposées avant l'insurrection. Comme il y a eu l'insurrection, nous avons tous essayé de comprendre, nous sommes des Burkinabés, nous avons dit qu'il faut comprendre pour que ça passe. Sans même le fait que nous sommes sous le coup des ajouts des différentes banques. Pour faire 50 000 tables bancs, ça fait 2 milliards 152 millions 500 000 francs CFA. Les artisans ne peuvent pas avoir cet argent-là. Ils sont allés payer de l'argent dans les différentes banques en prenant des délais de 6 mois. 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 18 mois. Plus d'une année, plus les impayés. Difficulté de solder leurs dettes auprès des banques, perte d'emploi, fermeture des ateliers sont entre autres les difficultés auxquelles ces artisans sont confrontés aujourd'hui. Une situation liée à des questions administratives. Compte tenu des difficultés que le ministère avait entre-temps par rapport à l'équipement des écoles, et je me rappelle qu'à un moment donné, on nous présentait même des élèves qui prenaient les notes couchés par terre. On nous avait demandé à son temps d'anticiper. Et nous avons anticipé en fabriquant déjà en 2012 un certain nombre d'équipements que nous avons commencé à livrer en 2013. Donc si on veut voir, il y a des artisans même qui ont produit depuis 2012. Donc pour pouvoir résoudre ce problème, nous pensons qu'il faut qu'on nous permette de faire cette réception sur la base des bordeaux de livraison et de liquider ce dossier de manière à ce que les artisans puissent rentrer dans leurs fonds et pouvoir faire face à leurs engagements. Parce qu'aujourd'hui, il nous est pratiquement difficile de repartir sur la vision du ministère, à savoir le ministère des Finances, à savoir d'appliquer la réglementation, donc de prononcer les réceptions du matériel livré sur le terrain. Pour ces derniers, il faut que l'État intervienne le plus tôt possible afin que la situation puisse être rétablie car beaucoup de familles croupissent aujourd'hui dans la misère. Processus électoral au Burkina. 20 véhicules viennent d'être octroyés à la Commission électorale nationale indépendante ce matin par l'ambassade du Nigeria. Maître Barthélémy Kéré est au micro de Ibrahim Zango. Ce matin, nous voyons de manière concrète et l'engagement, c'est-à-dire l'exécution d'un engagement qui a été souscrit par son excellence l'ambassadeur du Nigeria depuis un certain temps, et suite aux réunions qui ont eu lieu au niveau du GISAT, le groupe international de soutien et d'accompagnement de la transition au Burkina Faso. Il aurait souhaité, d'après ce que lui-même m'a dit, que ce dispositif soit effectivement exécuté depuis un certain temps. Vous savez, quand il y a eu des élections au Nigeria, il y a eu donc des difficultés pour la mise en place du gouvernement, etc., etc. Mais dès que cela a été possible, les dispositions ont été prises pour que effectivement ces véhicules puissent arriver au Burkina Faso. Aujourd'hui, ces véhicules arrivent au moment où nous sommes vraiment dans les starting blocks, comme vous les appelez, pour pouvoir déclencher en fait les opérations électorales. Formation des membres du bureau de vote, on aura besoin donc de tourner un peu partout, le déploiement du matériel, la question même de l'administration du scrutin et enfin la remontée des résultats, des procès-verbaux et tout ça. Donc ces véhicules arrivent vraiment à point nommé. Ils me l'ont toujours dit, leur souci c'est la stabilité au niveau du Burkina Faso et que ce qui est possible de faire pour que le gouvernement puisse réussir ces élections-là, ils n'ont pas hésité. Ils ne l'ont pas dit ce matin, ils l'ont prouvé. Et vraiment, je voudrais les remercier. Il s'agit de mouvoir sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 368 centres communaux à partir desquels les résultats vont être centralisés et expédiés sur Ouagadougou. Évidemment, c'est une logistique. 20 véhicules, c'est bien, c'est pas assez, mais en tout cas, pour nous, c'est quelque chose de fondamental que le Nigeria est en train de faire. Et on espère que les autres États africains vont pouvoir effectivement suivre cet exemple. Parce que je note au passage que, pour l'instant, en tout cas, c'est le seul pays africain qui a joint l'acte à la parole pour effectivement nous envoyer ces véhicules. Parlant d'élections, non loin de chez nous, en Côte d'Ivoire, l'opposition invite le Conseil constitutionnel à l'équité, l'honnêteté et l'impartialité dans le traitement des dossiers de candidature. Le Conseil constitutionnel a publié une liste provisoire de 33 candidats, ce qui constitue un record à une élection présidentielle dans ce pays. Et en Guinée, le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession, a confirmé la date du 11 octobre prochain comme étant celle du premier tour de scrutin présidentiel. La clôture des dossiers de candidature se fera aujourd'hui, 1er septembre à minuit. Pour l'instant, le Conseil constitutionnel a enregistré 6 candidatures.
Au Burkina, les associations poussent comme des champignons au gré des situations. Comment arriver à encadrer ces structures qui en majorité œuvrent au développement? Hassan Nakro. Au Burkina Faso, les associations se fondent ou se créent librement. Mais les textes régissant la création et le contrôle des associations connaissent de plus en plus leurs limites avec les nouvelles donnes en la matière. De nouvelles dispositions pour renforcer celles déjà existantes en vue d'assainir le milieu associatif burkinabé sont en vue. La loi y afférent est passée en Conseil des ministres et la prochaine étape est le Conseil national de la transition. Si la relecture de la loi est faite, quelques changements interviendront. Effectivement, cette nouvelle loi vise à introduire certaines innovations. Vous savez très bien que dans l'ancienne loi, la notion d'ONG ne figurait pas dans l'ancienne loi, alors que c'est une réalité actuellement dans le contexte burkinabé. On parle d'ONG, mais malheureusement, ça ne figurait pas dans l'ancienne loi. La procédure de création d'une ONG ne ressortait pas dans l'ancienne loi. Effectivement, aussi dans l'ancienne loi, la procédure de renouvellement des associations n'était pas très bien précisée. Donc vous voyez qu'en réalisant la loi, on a introduit ces dispositions-là qui précisent davantage la notion d'ONG, qui précisent davantage la procédure de création des associations, la procédure de renouvellement du moins des associations, et qui précisent aussi, je dirais, certaines notions, notamment le caractère local d'une association et le caractère national d'une association, puisque dans l'ancienne loi, ce n'était pas très bien défini. Une loi qui viendra alléger les choses, au dit du spécialiste des questions associatives au ministère en charge de l'administration territoriale. Naturellement qu'elle va alléger les choses, puisqu'il y a plus de précision. Voilà, il n'y aura pas trop d'ambiguïté. Donc cela va quand même aider les promoteurs d'associations et même l'administration. Plus souvent, il y a des questions d'interprétation de la loi et cela retarde même le traitement des dossiers d'association. Mais cette nouvelle loi précise en tout cas davantage certaines dispositions et cela va en tout cas lever tout équivoque et je pense que ça sera pour le bonheur des promoteurs d'associations et également pour le bonheur de l'administration. Une chose est sûre, le monde associatif devrait connaître bientôt un véritable changement si la loi venait à être adoptée par les députés du Conseil national de la transition. Le nouveau code de l'information adopté hier au Conseil national de la transition fait des gorges chaudes, surtout au niveau des acteurs de la presse. Le point avec Ibrahim Salou. Le projet de loi portant code de l'information introduit le 30 juillet dernier par le gouvernement au Conseil national de la transition fait couler beaucoup d'encre dans le milieu de la presse. Même si cette loi est globalement appréciée, les acteurs n'ont pas la même lecture sur la question de la dépénalisation du délit de presse. Ma lecture de ce changement, c'est qu'un changement n'est utile que s'il peut apporter quelque chose de nouveau et d'un plus. Et dans ce sens, nous avons applaudi. J'ai même participé dans les phases élaboratoires de ces documents-là. Et je suis content que ce soit enfin arrivé au niveau du CNT. Surtout que l'aspect majeur, c'est le changement, la suppression du délit de la peine d'emprisonnement. La dépénalisation n'est pas un cadeau qui est fait aux journalistes. C'est encore moins un effort en tant que tel du gouvernement. Encore moins une volonté du gouvernement, forcément. Ce n'est pas forcément cela. C'est tout simplement parce que le gouvernement doit nécessairement se conformer à ses engagements internationaux. Doit nécessairement appliquer une décision de justice qui le condamne. La loi portant droit d'accès aux sources d'information publiques et des documents administratifs est fort appréciable. Le droit à l'information, c'est une prérogative qui est donnée à chacun de pouvoir être informé et de s'informer. Et il y a des gens qui sont commis à cette tâche. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le fait que les gens, avec les réseaux sociaux, chacun met quelque chose sur Facebook ou sur Twitter et puis on pense que on remplace les journalistes. Non, le journaliste a cette faculté ou a cette différence qu'il collecte, il sélectionne et il traite l'information avant de la donner aux gens. Nous sommes dans des sociétés où la loi du silence, où les
l'opacité est très importante. Donc ça fait que au moins on a un instrument qui permet aujourd'hui d'aller chercher l'information et à défaut de poursuivre ceux-là qui ne veulent pas donner, qui retiennent l'information. Donc déjà c'est très important comme moyen de pression pour pouvoir détenir, repartir avec des informations. Mais la différence, c'est que ce n'est pas une loi typiquement pour la presse. Même si c'est les journalistes qui doivent être les premiers bénéficiaires, ce n'est pas seulement pour la presse. Parce que tous les citoyens peuvent demander des informations publiques. Dans les jours à venir, la loi portant code de l'information devra être adoptée au Conseil national de la transition. Après l'adoption de la loi portant code de l'information au Burkina hier, sachez que la loi sur la dépénalisation des délits de presse sera adoptée le 4 septembre prochain, soit le vendredi, par le Conseil national de la transition. C'est tout pour ce journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Fadangouma et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kansala.